Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission. Je m'appelle Luciana Francis et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Perran, doyen de la Sorbonne Qatar et professeur de droit, connu pour son expertise et son engagement envers l'excellence académique. Et nous avons aussi Sevan, un ancien élève du lycée Bonaparte qui a reçu son diplôme en juin 2025 et a commencé ses études de première année à la Sorbonne Qatar. Bonjour à vous. Bien, bonjour. Donc, Monsieur Perran, quels sont les critères d'admission les plus importants pour les futurs étudiants souhaitant intégrer le programme de droit à la Sorbonne Université Qatar? Et quels conseils donneriez-vous pour renforcer une candidature? Alors, c'est une excellente question et je vais vous répondre en ce qui nous concerne ici, donc sur le campus délocalisé de Paris 1 Panthéon-Sorbonne au Qatar. Mais ce que je vais vous dire en réalité est valable pour toutes les universités françaises. Il y a premièrement les critères, on va dire, réglementaires, et puis il y a le reste. Et c'est souvent, je sais qu'on dirait le général de Gaulle qui disait il y a la Constitution et puis il y a l'esprit, mais c'est souvent le reste qui compte et qui vous différencie des autres concurrents, puisqu'il y a aussi un peu de concurrence. Sur les critères réglementaires, bien entendu, ici chez nous, mais en France aussi, il faut un bac français ou un bac en langue française. Ensuite, donc avec la meilleure note possible. Ensuite, il y a une étude du dossier et un entretien de motivation. Et donc sur l'extra-réglementaire, nous, ce que l'on aime chez nos étudiants, puisque on va faire quand même un chemin au minimum de 3 années avec eux, c'est-à-dire pour l'obtention de la licence, peut-être de 5 années, et peut-être même de 8 si vous allez jusqu'au doctorat, ce que je vous souhaite. Ce qu'on aime, c'est pouvoir proposer des bons stages et des bons emplois à nos étudiants tout au long de leur cursus. Et évidemment, il faut que nos étudiants soient non seulement éduqués sur le plan du droit et de bien d'autres choses, mais aussi qu'ils soient ouverts sur le monde. Et donc l'extrascolaire est vraiment très important. Ça peut être faire de l'équitation, du tennis, des échecs, de la natation ou autre, mais il faut être ouvert. Voilà, il faut qu'on ait du plaisir à discuter avec vous pour ensuite pouvoir garantir aux recruteurs que vous serez des bons éléments pour eux. Vous avez raison. Et Sevan, qu'est-ce qui vous a inspiré à étudier le droit à la Sorbonne Université au Qatar et comment votre expérience jusqu'à présent a-t-elle répondu à vos attentes? Eh bien, pour ma part, je commencerai en disant que je ne regrette absolument pas mon choix, qui a été poussé par plusieurs raisons. D'une part, il y a une dimension internationale. Le fait d'étudier en France, le français au Qatar, ça apporte de nouvelles perspectives. Mais il y a également, évidemment, le nom de la Sorbonne, qui reste très prestigieux. D'ailleurs, pour l'instant, je considère que les cours et les enseignements sont à la hauteur de ce prestige que j'attendais. En plus de ça, la mise en place des cours, que ce soit via l'aspect pratique ou alors l'aspect théorique, se fait de manière très fluide, si je puis dire comme ça, et accompagné. C'est rendu possible par un corps enseignant qui est compétent. Et je suis persuadé que beaucoup d'élèves apprécieront grandement ces enseignements qui offrent de belles perspectives d'avenir. Monsieur Perran, comment l'université favorise-t-elle les approches des études juridiques en ce qui concerne le droit international et les pratiques juridiques régionales? Alors, j'espère avoir bien compris votre question, mais dans le monde du droit, il y a 2 grandes familles de droit. Il y a ce que l'on appelle le droit continental et ce qu'on appelle le droit common law, plus anglo-saxon. Et le droit continental est un droit écrit, un droit de texte, d'étude de dossier, alors que le droit de la common law est plus jurisprudentiel. En quelque sorte, c'est 2 mondes qui s'affrontent. Et passer de l'un à l'autre est tout à fait possible, mais passer de l'autre à l'un est très exigeant. Alors, si l'on se forme d'abord au droit écrit, au droit latin, droit continental, on peut tout à fait envisager ensuite de passer le barreau de New York et de passer de l'autre côté. Pourquoi ? Parce que on est dans
une recherche de la perfection sur l'argumentation, sur le syllogisme, sur le travail du dossier. On va toujours chercher la petite réglementation qui, devant une cour ou dans un contrat, dans une entreprise, fera la différence, alors que le droit de common law est beaucoup plus oral et jurisprudentiel. On va essayer, par exemple, si vous devenez avocate, ce qui arrivera peut-être, si j'ai bien compris, on verra, c'est ce que je vous souhaite. Si vous devenez avocate, eh bien, outre-Atlantique, vous allez essayer de prouver aux magistrats, en défendant votre client, que d'autres magistrats sont allés dans ce sens-là et qu'ils seraient bien inspirés de faire la même chose, alors que devant un magistrat français, vous allez devoir présenter des conclusions, ce qu'on appelle des conclusions d'avocat, et évidemment aussi faire preuve d'éloquence, mais surtout montrer que juridiquement, votre argumentaire est sans faille. Et c'est comme ça qu'on sort son client de certaines difficultés. Voilà, donc deux mondes s'affrontent. Si vous nous rejoignez ici à la Sorbonne au Qatar, mais c'est la même chose de la Sorbonne, j'entends Paris 1 Panthéon-Sorbonne à Paris, puisqu'on est un campus délocalisé, vous allez apprendre le droit continental, ce qui ne vous empêche pas de bénéficier d'énormément de partenariats qui vous amènent outre-Atlantique ou outre-Manche, plus près de nous, c'est possible aussi. Et donc, on va dire que vous aurez plus de choix. Si vous allez tout de suite en Angleterre, tout de suite, vous choisissez une option. Le retour sera beaucoup plus compliqué. Je pense que d'ailleurs, si vous êtes formé au droit continental, par goût, il vous manquera de la stimulation intellectuelle. Je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais de la stimulation intellectuelle en passant au droit de la common law. Voilà, ce n'est que mon humble avis, mais c'est ce que je vois ici. Et d'ailleurs, les juristes français, vous savez qu'on plaide en français devant la Cour pénale internationale, et les juristes français sont très réputés parce qu'ils ont le sens du détail. Voilà ce que je pourrais vous dire. Donc vous préférez le droit continental? Le droit continental, bon, dans notre cursus, on fait surtout du droit continental, mais on fait aussi, par exemple, du droit des contrats internationaux. Et là, c'est fortement inspiré de la tradition anglo-saxonne. Donc, on n'ignore pas les autres, mais on essaie peut-être d'aller un peu plus loin que les autres. Je dirais ça comme ça. Alors l'éloquence, c'est un élément vraiment très important. Je pense que oui, puisque que ce soit dans la vie intellectuelle ou dans la vie des affaires, et c'est la magie du droit, vous pouvez prétendre aux deux, alors que si vous faites du business, il y a peu de chances que vous deveniez un intellectuel à la Jean-Paul Sartre ou à la Jean Ziegler, mais vous allez rencontrer des contreparties, soit dans des plaidoiries, soit dans des grandes affaires de fusion-acquisition ou dans des signatures de contrats. Vous allez rencontrer des gens du monde entier. Il faudra bien savoir leur parler, les convaincre. Et ça, je crois que la langue française, et même quand on parle en anglais, on se moque de nous en réalité, mais on a un anglais très précis, avec un accent parisien, mais très précis. Voilà. Et Sévan, comment trouvez-vous la transition vers les études de droit et quelles méthodes d'études sont les plus efficaces pour vous durant cette première année? Alors, je ne vais pas vous mentir en disant que la transition est facile. Par contre, je vous dirais qu'elle est exigeante. Elle est exigeante, premier degré, d'abord par sa rigueur, mais aussi par l'acquisition d'une méthodologie juridique, d'une manière de penser que l'on acquiert à travers cette première année. Les cours restent intéressants. Donc ça, si vous êtes passionné, si vous vous intéressez, ça vient tout seul. Ça rejoint un petit peu cette idée de comment travailler. La lecture de cas pratiques, vous découvrirez, si vous nous rejoignez, un magnifique exercice qui s'appelle la fiche d'arrêt. La lecture de cas pratiques, donc des décisions de justice, permet, au-delà d'acquérir une certaine culture générale, d'acquérir aussi cette méthodologie, cette réflexion juridique qui vous accompagnera tout au long de vos études de droit. De plus, les études de droit, c'est sûrement le cas dans la majorité des études, mais certains considèrent que c'est apprendre. Je dis à des amis que je fais des études de droit, ils me sortent un numéro au hasard du Code civil en me disant que ça dit quoi. Alors les études de droit, c'est pas ça au début, ce n'est pas ça bien sûr. On va pas chercher à vous faire apprendre, mais surtout on va chercher à vous faire comprendre et vous donner une capacité d'analyse sur les faits juridiques que vous allez approcher tout au long de votre parcours.
Donc j'ai répondu en partie, une grande partie, oui, pour apprendre, ça va être ça. Il n'y a pas de méthode d'apprentissage. Il faut juste comprendre ce qu'on vous dit, savoir l'analyser, et ça viendra. Excellente réponse. Et Monsieur Perrin, quelles sont les compétences et les connaissances clés qui, selon vous, sont essentielles pour que les diplômés en droit réussissent sur la scène internationale? Alors, c'est une très bonne question, hein. Je ne vais pas dire que vous me posez une colle, mais c'est une question très ambitieuse. Vous devez être un homme ou une femme de dossier, donc être intraitable sur le fond, bien calibré, qui respecte ce qu'a dit notre étudiant Sévan, la méthodologie. Donc il faut être très précis, mais être aussi capable de communiquer, être stratège également, parce que les anglo-saxons, justement, sont très stratèges. Ils pensent avant tout leadership et stratégie, alors que nous, on reste sur... on est des grands techniciens. Et je pense que on parle plus de manager, mais on parle de leader. Nous, nous sommes des anciens, donc on voulait être manager ou directeur. Et vous voulez être des leaders. Et c'est vous qui avez raison. Le monde vous appartient. Pour les gens comme moi, c'est plus important. Il faut passer le témoin. Et donc, on vous reprochera de votre incompétence, j'ai envie de dire. C'est pour ça que ça ne vous arrivera pas, mais il faut être un bon technicien, mais aussi maîtriser, vous l'avez dit, l'éloquence, mais l'empathie, la compréhension de l'autre. Il ne faut pas oublier que le droit, c'est un produit social. C'est jamais drôle de défendre trop brillamment un client au détriment d'un autre qui aurait pu être le vôtre, celui d'en face. Donc il faut comprendre ça. Dans un contrat aussi, il y a ce qu'on appelle un équilibre du contrat. C'est sûrement très réjouissant de gagner dans les affaires, mais il ne faut pas oublier qu'en face, il y a une autre maman ou un autre papa qui doit nourrir ses enfants. Voilà, je dirais. Donc je pense qu'aujourd'hui, on vous demande beaucoup plus qu'à l'époque. On était moins ouvert sur le monde, donc notre chemin était plus facile, plus tracé. Et je pense que vous êtes bien plus doués que nous. La jeune génération est plus agile. Nous, on n'était pas agile. Moi, il m'a fallu du temps pour apprendre l'anglais, la communication. J'avais une certaine aisance, je parle, si vous voulez, un peu de mon expérience, mais une certaine aisance sur la réflexion et le dossier. Et peut-être que j'ignorais le reste. Et je vous faisais la confidence juste avant qu'on commence cette émission que, bien que je puisse le faire, je n'ai jamais plaidé. Ça restera sûrement un regret, mais c'est un regret révélateur. Voilà, c'est l'erreur que je vous conseille de ne pas commettre. Les jeunes leaders doivent être des leaders complets. Je trouve que l'empathie est extrêmement importante comme élément dans ce domaine surtout. Et Sévan, y a-t-il des domaines du droit particuliers qui vous attirent déjà ou des cours qui ont attiré ton attention? Alors, à titre purement personnel, et d'ailleurs depuis quelques années maintenant, je m'intéresse beaucoup au droit international. J'ai pour ambition de travailler à l'ONU à terme. Personnellement, c'est ce qui m'attire le plus. Si vous voulez une réponse plus globale, je dirais qu'il y a deux types de droits qui devraient attirer l'attention de beaucoup d'élèves, moi y compris. C'est d'une part le droit privé, qui est très révélateur du système juridique français, mais peut s'appliquer à d'autres systèmes, qui englobe très bien l'image que les gens, la majorité des gens, ont de l'étude de droit. Et l'autre matière, je dirais justement que c'est le droit constitutionnel. Parce que le droit constitutionnel, ça vous offre les bases du raisonnement juridique et du droit de manière générale. Vous apprendrez que la source principale du droit, c'est la Constitution. Chaque loi que vous verrez, que vous suivrez dans votre vie, tient son pouvoir, sa source d'une constitution, ou alors de droits internationaux. Donc voilà, si vous voulez une réponse plus globale, je vous dirais ça. Vous faites des études de droit parce que vous vous intéressez au droit, vous devriez vraiment aimer droit constitutionnel et droit privé. Ça viendra tout seul, je vous le rassure. À titre personnel, oui, je dirais que droit international est l'une des matières qui m'intéresse le plus.
Une matière que je prends le plus de plaisir à réviser pour les partiels d'ailleurs. C'est très encourageant pour les futurs étudiants aussi. Et Monsieur Perron, pourriez-vous partager votre vision de la manière dont le programme de droit de Sorbonne Université au Qatar peut au mieux soutenir les objectifs du Qatar dans des domaines tels que l'arbitrage international ou le droit des sociétés? Alors c'est une très bonne question puisque le Qatar, donc là on va parler un petit peu de géopolitique, mais le Qatar est à un moment clé de son histoire. Un moment que d'autres nations ont connu il y a quelques décennies, mais aujourd'hui le Qatar a un grand besoin, donc est en train de combler ce besoin en se constituant une nouvelle classe de jeunes gens, de jeunes cadres, d'experts et de cadres. Et d'ailleurs, vous savez que lorsqu'un État est dans cette étape historique, il se tourne naturellement vers des qualifications essentielles que sont le droit, que sont l'économie, que sont les finances publiques, et puis peut-être un peu plus tard la sociologie, etc. Donc on priorise en réalité. Et le Qatar est clairement aujourd'hui en recherche d'experts capables de rivaliser avec les meilleurs experts mondiaux. Vous savez qu'il y a un nombre ahurissant de sommets qui ont lieu au Qatar tous les ans et toute l'année. Et ben il faut, c'est la fierté du Qatar, la fierté nationale, qui concerne non seulement les nationaux, mais aussi les résidents. Il faut que ce pays, et il le fait très bien, soit capable de mettre en face des délégations américaines, allemandes ou latines, hein, enfin j'entends Amérique latine, il faut être capable de mettre en face une armada d'experts qui ne soient pas en reste, mais qui travaillent. D'ailleurs, vous avez parlé tous les deux des Nations Unies, mais il y a beaucoup de groupes de travail aux Nations Unies, dans le droit des affaires, dans le droit public, dans les droits de l'homme, dans le droit constitutionnel, et les Qatariens sont très présents. Et les résidents du Qatar également. C'est très important d'être au diapason, de ne pas se laisser distancer. Alors on sait très bien que l'ambition du Qatar, elle est démesurée, elle est gigantesque. C'est pour ça aussi que nous, à côté des nationaux, on a notre place ici. Ils nous font confiance parce qu'ils savent ce que nous, on peut apporter et ce qu'avec eux, on apportera. Donc je pense que c'est l'une des missions du campus Sorbonne au Qatar. On a d'ores et déjà une bonne réputation et je pense que vous l'avez vu avec Sévan qui pose ses mots de manière très précise et qui a déjà des points de vue tranchés sur tout. Alors c'est aussi le travail de Bonaparte, hein. Nous, on a eu la chance de l'avoir et d'avoir plein d'autres étudiants avec un très bon niveau. Et on essaie d'augmenter ce niveau-là. Nous, notre but, c'est pas de vous faire obtenir un diplôme, parce que si c'était que ça serait moins intéressant. Notre but, c'est non seulement que vous obteniez ce diplôme, mais que dans la discipline que vous allez choisir, vous soyez extrêmement compétitif. Voilà. C'est une vision très pertinente. Merci Oui. beaucoup. Et Sévan, que pensez-vous des opportunités de stage qui pourraient être disponibles dans le cadre du programme de droit ici au Qatar? Vous demandez ça à un humble élève de première année, et je vais essayer de répondre au mieux. Les stages, c'est une opportunité très présente dans ce cursus. Nous avons la chance d'avoir un corps professoral qui sait mettre à disposition leur réseau, afin que nous puissions, réseau très grand d'ailleurs, afin que nous ayons des opportunités, que ce soit dans des structures locales ou internationales. Nous avons l'école en elle-même a de très bonnes relations avec des structures telles que l'organisation anticorruption de l'ONU, qui se trouve juste à côté. Je vous dirais ça, que peu importe le domaine juridique, ou même plus varié, qui vous intéresse, vous avez de grandes chances de trouver un stage grâce en grande partie au réseau professoral de l'académie. Merci beaucoup, ça aidera beaucoup d'élèves au futur. Il y a du choix. Et Monsieur Perron, une question sur la Sorbonne. Depuis quand existe-t-elle? Est-ce qu'il y a des différences avec celle de Paris? Et est-ce qu'il y a le même niveau d'exigence? Et d'où proviennent les étudiants?
C'est une question très légitime parce que, effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est un campus délocalisé. Donc on pourrait se demander si la délocalisation se fait au détriment du contenu, et ce qui n'est pas le cas. Paris 1 Panthéon-Sorbonne a été créé en France en 1253 par Robert de Sorbon, d'où le nom de notre amphithéâtre, que vous connaissez sûrement, l'amphithéâtre tout bleu, où on organise beaucoup d'événements, c'est l'amphithéâtre Robert de Sorbon. Ce n'est pas la plus ancienne université d'Europe, mais elle est quand même très ancienne. Nous, plus modestement, on a ouvert notre université de Luzeil, donc qui abrite le campus Sorbonne, il y a 6 années maintenant. On a déjà dépassé les 5000 étudiants, donc on a une vraie communauté universitaire, ça grandit très vite et on sent déjà, malgré nos 3 campus, que les murs commencent à être trop serrés pour nous et surtout pour nos ambitions. Voilà. Donc le diplôme est le même à la fin de la licence. Vous recevez le diplôme et aussi du master, mais parlons d'abord de la licence, la première marche. Vous recevez le diplôme de licence en droit de Paris. Donc c'est un diplôme comme le diplôme du bac que vous allez avoir très bientôt, issu donc avec donc ça sera au nom de la République française, signé par le recteur d'Académie de Paris, par la présidente de Paris 1 Panthéon-Sorbonne avec qui on travaille, qui est Christine Nolleduc et qui fait un travail formidable pour cette grande université. Et puis tout en bas, vous avez le petit numéro d'identification qu'on peut saisir, on le sait peu, mais on peut vérifier l'authentification, que c'est un vrai diplôme français en saisissant sur le site gouvernemental français le petit numéro. Donc il n'y a aucun moyen, même si on est très fiers de vous avoir avec nous ici au Qatar, mais il n'y a aucun moyen de voir que vous avez fait vos études au Qatar, si ce n'est les stages, effectivement, comme l'a dit Sévan, qu'on vous proposera, mais le diplôme est le diplôme français, exactement les mêmes. Et la preuve ultime, c'est que nos examens ont lieu le même jour, à la même heure. Donc il y a ce petit décalage horaire, on fait très attention. On ne voudrait pas que vos collègues parisiens finissent plus tôt et vous donnent les sujets sur Twitter ou je ne sais pas. Ça, c'est pas possible. On a les mêmes examens à la même heure, le même jour. On ouvre l'enveloppe au même moment et vous souffrez au même moment, voilà, sur ces examens. Et donc, à la fin, vous avez le même diplôme. Et je rajouterai juste cela, les copies sont corrigées à Paris. Ce n'est pas nous qui vous mettons les notes. Donc, on a énormément de responsabilités, puisque si on ne vous forme pas bien, mais on vous forme bien, puisqu'un tiers de nos professeurs sont parisiens, hein, c'est nos collègues qui viennent vous enseigner aussi, mais on n'a pas le choix, on ne va pas choisir le sujet. Ça nous est donné par Paris, et vos copies seront corrigées à Paris. Je pense que ça aidera aussi les élèves qui ne veulent pas directement quitter le Qatar. Oui, ça aide beaucoup. Et Sévan, une question sur les grandes différences et ressemblances entre Bonaparte et la Sorbonne. Est-ce qu'il y a des différences ou... De manière générale, vous me demandez de comparer le lycée et la fac. Évidemment, ce n'est pas la même chose. D'une part, selon les exigences, je dirais que les deux ont, oui, ça, très honnêtement, un bon corps professoral. Forcément, si on compte le nombre d'années de diplômes. Mais je dirais que dans les deux cas, les étudiants sont très bien encadrés, très bien suivis, avec des professeurs, on peut dire, à l'écoute. Dans les deux cas, nous stressons pour les examens de fin d'année. Cependant, nous y sommes très bien préparés. Pour ce qui est des différences, je suis désolé que je ne vais pas être très original, mais je vais vous citer les différences flagrantes entre le lycée et l'université, notamment un domaine d'études qui est bien plus centré, cependant bien plus exigeant, bien plus pointu. Cependant, nous avons la chance d'étudier ce qui nous intéresse exclusivement. Ce que l'on pourrait sûrement me répondre qu'on retrouve cet aspect via les spécialités. Mais non, ce n'est pas la même chose. Vous préférez le lycée ou l'université ? C'est après une demi-année à Bonaparte, vous me demandez de faire la différence. À titre personnel, j'ai envie de dire l'université, mais c'est parce que depuis très longtemps, je suis intéressé par le droit. Le fait d'avoir des études centrées sur ça doit sûrement obscurcir un petit peu mon jugement. Ça vous fait plaisir. En effet. Et Monsieur Perran, un petit mot pour... est-ce que vous avez un petit mot pour nos lycéens qui aimeraient s'inscrire à la Sorbonne, Qatar ?
Oui, alors j'ai même un mot pour eux. J'ai envie de dire qu'ils veulent s'inscrire chez nous ou pas. Parce que ce qu'on souhaite avant tout, et ce que souhaite votre corps professoral ici, c'est que vous puissiez vous épanouir. Je vous donnerai juste le conseil à tous les bacheliers d'être extrêmement ambitieux. Plus ambitieux que nous l'avons été par le passé. Je l'ai dit tout à l'heure, mais on est au XXIe siècle, on voit les défis géopolitiques, militaires, économiques, les défis de la rareté aussi. Et je vais reciter une deuxième fois Jean Ziegler, mais tous les 10 secondes, un enfant de moins de 5 ans meurt de faim ou de ses conséquences immédiates. Et ça, c'est des défis, si je vous le dis, c'est que nous, on a raté. Et donc, il faut que votre génération soit plus performante que la nôtre. Donc, soyez ambitieux, faites... et pour réussir, pour être à hauteur de ces ambitions, il faut faire quelque chose que vous aimez. Alors, nous, on sera très contents de vous accompagner dans le droit ou dans la double compétence. On ne fait pas que du droit, on a plein d'autres choses dans notre université. Et les études de droit de la Sorbonne mènent à beaucoup de choses. On en parlait juste avant cette émission. On peut très bien rentrer dans les IEP, donc faire Sciences Po au niveau master, bifurquer vers l'économie, vers la finance, ce que moi j'ai fait d'ailleurs au début de ma carrière. Donc il y a plein de choses à faire, mais soyez ambitieux, ayez confiance en vous, ne vous limitez pas. Tout ce qui est négatif, ne l'écoutez pas. Dites-vous que c'est valable pour les autres, mais jamais pour vous. Et puis vous avez tout entre vos mains. J'ai aucun doute que ça va bien se passer. En tout cas, nous, on se pliera en quatre. Si vous nous choisissez, mais c'est la même chose pour mes collègues parisiens ou non parisiens, pour mes collègues français, on se pliera en quatre pour vous aider à réussir votre projet professionnel. Voilà ce que je pourrais dire. Et notre génération, je pense, déjà commence à apprendre comment trouver des solutions pour le problème de la faim. Parce que nous, pendant la conférence de Timune 2026 cette année, il y a 2 semaines, le sujet de la conférence, globalement, c'était la faim. Oui. Donc, nous, on a appris comment trouver des solutions dans nos comités. Excellent. Écoutez, je vous félicite et je ne doute pas que vous serez une très bonne diplomate ou avocate. Voilà. Merci beaucoup. Et Sévan, un petit mot sur la radio. Existe-t-il un média à la Sorbonne ou est-ce que vous suivez l'évolution du club média et en tant que membre prépondérant l'an dernier? Eh bien, non, malheureusement, il n'y a pas de club média, radio ou d'équivalent à la Sorbonne au Qatar. Personnellement, je ne sais pas si c'est un progrès dans les cartons. Je me suis lancé dans la production d'un autre club, donc je ne pense pas en faire un second. Mais écoutez, vous avez toujours le plaisir de m'avoir dans votre groupe WhatsApp. Donc oui, je suis encore vos péripéties, je pense qu'on peut appeler ça ainsi. Mais je vous dis ça très honnêtement, je suis très souvent dans le groupe, je vois ce qui se passe. Et je suis très content de voir la tournure que prend ce club, qui se développe, qui reçoit les invités de plus en plus prestigieux. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et pour ça, je compte sur vous. Ça vous manque? Un petit peu. Un petit peu. Je pense un peu plus. Oui. Je l'admets. Et nous remercierons chaleureusement M. Perran et Sévan de nous avoir rejoints dans cette émission spéciale aujourd'hui. Et nous espérons que tous les élèves ont pu profiter des informations échangées, notamment les élèves de première et de terminale, mais qui se préparent pour la prochaine phase de leur vie, ainsi que les secondes qui commencent leur orientation cette année. Et merci beaucoup et nous nous retrouverons à la prochaine émission. Merci à vous. Merci beaucoup. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows.
highs and lows. Keep all your game, highs and lows.